Bonjour. Donc aujourd'hui, vous avez une conférence sur Martin Nadeau. Pourquoi Martin Nadeau? Parce que nous l'avons rencontré en famille il y a quelques années, par le biais du conférencier que nous avons, et par le fait que nous avons visité sa maison et le musée qui lui est consacré. Nous avons vu que c'était quand même très dommage, que c'était une sorte d'injustice qu'un homme de cette qualité ne soit pas davantage connu. Mais Pierre Gérard vous en parlera tout à l'heure. Alors, qui est Pierre Gérard? Pierre Gérard est professeur de technologie et il était professeur de technologie au lycée Martin Nadeau à Guéret. Il a fait des études à Paris, au lycée Voltaire. C'est un lycée qui est dans le quartier du cimetière du Père-Lachaise, voilà. Et c'est un quartier où a vécu également Martin Nadeau. Alors, notre conférencier s'il a fait ses études à Paris, parce qu'il était auprès de son grand-père qui était lui-même un maçon creusois. Pierre Gérard a fait ses études là-bas, mais il est rentré en Creuse et il s'est dévoué à l'éducation. Et à sa retraite, il est devenu délégué départemental de l'éducation nationale ainsi que son épouse. Donc c'est quelqu'un qui représente la générosité des Creusois. Je pense quand même que c'est un caractère que l'on retrouve chez les gens de ce département, qui sont très dans l'entraide, la prospérité, et qui sont d'une grande gentillesse, d'une grande simplicité. C'est la raison pour laquelle Pierre Gérard a bien voulu venir aujourd'hui vous parler de Martin Nadeau. Et je voudrais bien quand même que sa connaissance s'élargisse et qu'on reconnaisse enfin toutes les qualités de cet homme. Alors Pierre Gérard, je te laisse la parole. Bonjour messieurs. Alors je vais vous présenter effectivement Martin Nadeau, qui est quelqu'un de méconnu, trop méconnu bien sûr par rapport à l'œuvre qu'il a faite. Il y a quelque chose par contre qui est légèrement gênant, c'est que vous avez parlé de laïcité, de tolérance, etc. L'époque à laquelle cet homme a vécu n'était pas tolérante et ne présentait pas ces qualités-là, ces qualités après lesquelles on court. Bon, pourquoi déjà Martin Nadeau était monté à Paris pour devenir creusois, et puis on verra par la suite. La Creuse était un département, quand même, est un département pauvre, il l'était encore beaucoup plus avant, et le climat, bien sûr, bien que nettement plus doux maintenant, était quand même assez dur à supporter. Donc, c'était une question de survie pour ces gens, de gagner de l'argent ailleurs. Toutes les fermes, celles de 10 hectares, étaient déjà de grosses fermes, donc ce n'était pas vivable. Donc les hommes partaient, en gros, au mois de mars, pour revenir vers le mois d'octobre-novembre, pour donner des sous qu'ils avaient pu économiser éventuellement, et plutôt pour soulager ces pauvres femmes qui, elles, par contre, faisaient le boulot de la ferme avec les gamins. Voilà donc pour situer à peu près l'époque à laquelle Martin Nadeau est venu. Bien sûr, dans ces campagnes reculées, tout le monde regardait un petit peu quelqu'un avec un peu d'instruction. C'était quand même quelqu'un qui était recommandable
et admiré. Donc, M. Léonard Nadeau, son père, a voulu que son fils apprenne à lire. Il en avait marre de voir des gens illettrés autour de lui, lui-même était illettré, et il a insisté. Donc son fils est parti à Pontarion. Au début, c'était quelqu'un de l'église de Pontarion qui a commencé à lui apprendre la lecture. Bon, c'était du syllabique au début, et le père de Martin Nadeau, trouvant que ça traînait un petit peu en longueur, cet apprentissage, il l'a envoyé ensuite chez un dénommé Riou-Blanc. Alors Riou-Blanc était on peut dire un instituteur. Bon, les écoles n'étaient pas comme maintenant, hein, il fallait payer. Riou-Blanc donc l'a pris en main, et Martin Nadeau, comme tout gamin qui se respecte, n'était pas tellement branché sur l'école pour l'instant, et il pensait surtout à jouer dans la campagne. Donc on va regarder, si vous voulez, la première alors ça, c'est le collège Martin Nadeau. Il y a une petite histoire. Vous voyez, chaque petit morceau noir, c'est un morceau d'acier qui est soudé après tous les autres. Vous voyez, c'est vraiment une tête qui est entièrement faite de petits morceaux. Cette tête fait la bagatelle de 4 mètres de haut et pèse la bagatelle d'1,8 tonne aussi. Hein, c'est quelque chose qui est une belle œuvre d'art qu'avaient faite les gamins de la CES avec leur professeur qui d'ailleurs était un compagnon du Tour de France, qu'on verra aussi avec Martin Nadeau, qui qui encourageait les apprentis à faire le Tour de France. Voilà, donc deuxième, voilà. Alors Martin Nadeau passait son temps, à l'époque, à braconner dans les ruisseaux, les truites, les goujons, etc. Bon, c'était sa vie. Vous voyez, là, c'est la Creuse profonde et verte. Une autre diapo. Voilà, et ça, c'était son Lourdes à lui. On appelle ça la pierre aux 9 gradins. C'est une pierre duridique. Là-haut, il y a 2 petits bassins, on ne les voit pas. 2 petits bassins communicants. Alors, on suppose hein, que c'est une pierre sur laquelle avaient lieu des sacrifices. Alors, humains ou animaux, on ne sait pas. Voilà, alors il passait son temps là-haut. Il y avait une vision à 360 degrés. Par beau temps, on voyait le Puy de Dôme. Mais maintenant, bon, les arbres ont poussé, c'est différent. Voilà. Il faut attendre que les feuilles tombent pour essayer de voir un petit peu quelque chose. Merci. Alors donc, Martin Nadeau est parti chez ce monsieur Riou-Blanc, qui a commencé par sévir très nettement, punition, etc., pour essayer de le tenir, parce qu'il était dur, hein, un gamin qui était dur, et finalement un petit peu cossard sur les bords. Voilà, après quelques punitions, quand même, il s'y est mis, et il a été couronné à la distribution des prix, dès la première année. Hein. Alors, par contre, Riou-Blanc, son maître, décède. Alors, le père de Martin Nadeau, Léonard, l'a envoyé auprès d'un ancien officier de l'Empire, un dénommé Dipré, qui décèle en Martin Nadeau de très grosses capacités. Alors, bien sûr, il exploite ça au maximum, le fait travailler au maximum, et à tout hasard, je vais parler beaucoup d'argent pendant cette période, pour montrer les sacrifices que faisaient certaines personnes. Le prix de la pension pour l'école, 5 francs par mois, et pour la pension, c'est-à-dire manger et dormir, 3 francs par mois. Alors Martin Nadeau, comme il apprenait très vite à lire, a été désigné pour faire répéter le catéchisme auprès des jeunes villageoises. Il en était très fier. Alors, Dipré ensuite est parti à Bourganeuf, c'est-à-dire une ville qui est située en gros à une quinzaine de kilomètres d'où il était. Martin Nadeau ne le suit pas, et après 3 ou 4 mois, avec son remplaçant, il arrête ses études proprement dites. Alors, je lis exactement ce qu'il a dit. « Là s'arrêtèrent pour toujours les mois d'école que je devais coûter à mes bons et respectables parents. »
Voilà, de toute façon, Martin Nadeau, là, s'est rendu compte de l'importance de l'instruction. Alors, Martin Nadeau, donc, devait partir à Paris sur le coup des 15 ans, suivre son père pour travailler. Hein. Alors, comment vous dire, pour aller à Paris de la Creuse, les maçons prenaient leurs pieds, tout simplement, pour aller jusqu'à Orléans. Orléans, il fallait entre 5 et 6 jours, suivant le temps. Je parle du temps, pluie, etc. Il fallait donc 5-6 jours. Et à Orléans, il y avait des coucous, c'est-à-dire des voitures à cheval, qu'ils pouvaient prendre pour rallier Paris. Bon, alors le père de Léonard, donc le père de Martin Nadeau, était officier agricole avant... ouvrier agricole avant d'être maçon. Par la suite, il s'occupait du placement des manœuvres, des maçons et des tailleurs de pierre. Alors, Martin Nadeau est parti à Paris, il n'avait pas tout à fait 15 ans. Alors, lors de son au revoir à la Creuse, il s'est vu avec 4 de ses copains, et ce qui l'a beaucoup marqué pour la suite, et ce qui a peut-être dicté pas mal de c'est peut-être quand il a été élu, il y en a 3 qui ont péri sur les chantiers. Ça l'a beaucoup marqué. Alors, en traversant le Berry, c'est-à-dire l'Indre, le département qui est au-dessus, en gros, il a découvert ce que c'est que le racisme. Quand ils traversaient le Haut d'Inde, à Lois, c'était leur accueil. Ils étaient exploités tout le long de leur voyage. Alors, des conditions d'hébergement ignobles, des chambres surpeuplées, sales et pleines de vermine, etc. Alors, là encore, je cite ces paroles. « C'était, je crois, une assez pénible épreuve pour un garçon de 14 ans. » Effectivement. Alors, il a commencé à travailler au château de Villemomble, où son oncle, qui s'appelait Martin comme lui, l'a embauché. Il travaillait dans un château, le château de Laval, qui était conseiller référendaire à la Cour des comptes. Et il était embauché aussi, donc, pour travailler comme manœuvre, comme goujat. Le terme de goujat vient de là. Alors, à la chute de Charles X, alors là, je ne sais pas si vous voyez là, en gros, hein, vous suivez parce que cette période, elle est quand même assez compliquée au point de vue historique. Hein. Donc, Charles X étant tombant, Laval, le propriétaire du château, s'est sauvé en Suisse et il avait intérêt. Donc, Martin Nadeau et Léonard et Martin Nadeau, je parle de l'oncle, hein, et Léonard se sont retrouvés endettés car ils avaient commencé à acheter des matériaux, etc. pour établir. Ils ont eu une dette de 6 000 francs à l'époque. 6 000 francs. La Martinèche, la maison où ils habitaient en Creuse, elle avait été achetée aussi en crédit à 4 500 francs. Donc, vous voyez, ça faisait déjà une dette de 10 000 francs pour démarrer. Alors, Martin Nadeau devient maçon, après avoir été goujat. Hein, il prend donc un petit peu de galon. Il cachait ses réunions politiques à son père, parce qu'il était déjà très engagé. Il fréquentait les salles de savate, parce que c'était un sportif, et puis surtout bagarreur. Il aimait beaucoup. Bon, il cachait donc ses réunions politiques. Et en fréquentant les bals et puis tout ce qui s'ensuit, les petites coureuses de bal et les faiseurs d'embarras, bon, c'était souvent que les points avaient tendance à voler et nombre de fois, il s'est retrouvé au commissariat dans les différents commissariats de police. Alors, il fréquentait également Giraudon le Lyonnais, qui avait une école de géomètres. Les jours de chômage, parce qu'il y en avait hélas, il allait au palais de justice où il voyait des misérables condamnés pour des peccadilles, ce qui confortait ses convictions républicaines. Il était très admiratif de l'éloquence des avocats. Il fut exempté de service militaire, ayant eu les 2 bras cassés. Pendant cette période, il ne gagnait pas un franc, c'est-à-dire une blessure, rien du tout. Alors, on en arrive à 1834, 34 à 38. Alors, après de retour à Paris,
et avoir eu pas mal de déboires avec les 2 premières embauches, Martin Nadeau et son père gagnent 700 francs pour SIC, il le dit, ébrécher une de nos dettes. Il devenait ambitieux, il se voyait maître compagnon, voire entrepreneur. Il avait le désir de s'instruire pour être au niveau des orateurs politiques. Il ouvre en toute illégalité une école dans sa chambre après le travail. Alors c'est quelqu'un qui avait quand même une condition physique assez importante. Il travaillait entre 12 et 14 heures par jour, mangeait très rapidement le soir pour ensuite, dans sa chambre, apprendre à certains à lire, donc bien sûr pour se faire rémunérer en douce. Alors l'hiver 38, lors de son retour en Creuse, il rapporte 1000 francs. Alors c'est là où il se marie avec une dénommée Jeanne au Petit, un vrai mariage d'amour, ce qui est rare pour l'époque, étant donné qu'avant c'était surtout des rapprochements pour, pour récupérer quelques terres par-ci ou par-là. La dot se monte quand même à 3000 francs, payable en plusieurs versements. Alors Martin Nadeau devient ensuite maître compagnon. Il engage des ouvriers et dirige les chantiers. Là aussi, il revient l'hiver avec 1350 francs, dont 500 francs de Léonard et 300 francs de son école. Il restera ensuite 2 ans à Paris où il fait son bénéfice. C'est un bénéfice quand même de 1300 francs en 6 mois. Il participe à la manif ouvrière de Bondy en septembre 1939 et pour 2 €. Alors là, c'est déjà un progrès. Pour 2 € par mois, il adhère à l'Union des maçons qui devient l'Union du bâtiment. Alors si un adhérent est malade, il touche 2 francs par jour, puis 1 franc, puis 50 centimes, suivant la durée. À 60 ans, ensuite, toujours dans cette caisse, un ouvrier partirait avec une somme à la retraite avec une somme de 300 francs. C'est déjà un grand pas pour l'époque. Alors de 45 à 52, là, ça commence à devenir une période un petit peu charnière pour lui. Alors en 49, il est élu, première élection de Martin Nadeau à la Chambre des députés. Alors la Chambre des députés, avant, il y en avait beaucoup plus de députés que maintenant. Rien que pour la Creuse, il y en avait 6 des députés. À l'époque où il s'est présenté, comme il y a un député qui était parti sénateur, il n'y en avait plus que 5. Mais 5 députés pour la Creuse, à l'heure actuelle, pour vous situer, on n'en a plus qu'un. Hein. Bon, enfin, toujours est-il, Martin Nadeau élu à la Chambre des députés, son activité en fait un leader de la montagne. La montagne, c'est un parti républicain qui, comment vous dire, les républicains s'étaient scindés un petit peu en plusieurs. Il y avait les républicains modérés, il y avait les montagnards, etc. Donc lui, c'était un leader de la montagne. Il y en avait qui étaient quand même beaucoup plus durs encore en point de vue républicain, hein, comme... bon, comment vous dire, c'était vraiment la gauche du Parti républicain. Là. Alors, il a proposé déjà des lois, il a eu 9 interventions pendant ce premier mandat. 9 interventions, il a surtout bien débattu sur les protections sociales, sur les questions économiques et sur les grands travaux. Alors, il avait fait une proposition de loi sur l'expropriation, parce que Paris, intramuros, c'était quand même, si on parle d'intramuros, ça veut dire qu'il y avait un mur d'enceinte autour de Paris. Et il a fait donc une proposition pour essayer de faire sauter ce mur, démolir ce mur, ensuite pour avoir des terrains pour bâtir, parce qu'il y avait quand même entre 18 et 20 000 chômeurs à l'époque. Donc ça aurait fait du travail aux 18 ou 20 000 chômeurs. Alors Martin Nadeau, il est fier quand même que ce soit adopté, mais c'est sous l'Empire que ça a été voté. L'Empire, c'est un tout petit peu plus loin parce que, je ne sais pas si vous avez vu derrière au tableau, il y a eu un coup d'État. Et ça a été adopté après le coup d'État. Donc il était fier et triste en même temps. Hein. Le 21 octobre 1949, sa femme, là aussi, sa femme Julie décède. Ça faisait quand même pourtant peu de temps, elle était jeune encore.
Elle décède et elle laisse une petite Désirée, dont Martin Nadeau va s'occuper encore, bien sûr, bien dévouée. Le 2 décembre 1951, donc il y a le fameux coup d'État, l'armée occupe les points névralgiques et il y a 16 représentants de la montagne, dont Martin Nadeau, bien sûr, Grépeau et Benoît, hein, qui sont arrêtés. Alors il est emmené à la prison de Mazas, tout ça c'est Paris, hein. Ensuite Sainte-Pélagie. Alors là, la Sainte-Pélagie, c'était une prison assez bizarre, dure pour certains et très ouverte pour d'autres. C'est-à-dire que pour les gens comme Martin Nadeau, ce n'était pas du tout un régime strict. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se voir avec d'autres prisonniers, discuter, continuer à parler de leurs idéaux, etc. Enfin, toujours est-il, c'est qu'ils ne pouvaient pas rester non plus à Sainte-Pélagie, ce n'était qu'un passage. Il était exilé. Hein, Victor Hugo avait déjà été exilé, lui, exilé vers Bruxelles, où le bourgmestre de Bruxelles a décidé que c'était quand même quelqu'un peu recommandable pour une ville comme ça, donc il l'a envoyé à Anvers. À tout hasard, à Bruxelles, c'était la misère, étant donné qu'il ne travaillait, que pour 2 francs par jour. 2 francs par jour, c'était vraiment très très peu, c'était à peine pour se nourrir. Alors, quand il était à Anvers, il reçoit une lettre de Louis Blanc de Londres, qui était lui aussi déporté, il était à Londres, pour travailler dans l'association des maçons dirigée par un Anglais dénommé Picard. Alors, il part à Londres en février 1952. Alors, le travail était nettement mieux payé, hein, 5 shillings par jour, c'est-à-dire en gros 6 francs. Lui, qui n'avait travaillé juste là que le plâtre, apprend à travailler le ciment, donc c'est encore un plus. Sa fille, en attendant, elle est confiée à un dénommé Cruchot, voilà, et Martin Nadeau se met à apprendre l'anglais. Entre guillemets, maudite langue anglaise, disait-il. Parce que c'est vrai qu'il s'y attelait, il voulait vraiment. C'est quelqu'un qui a toujours essayé d'aller vite et bien. Alors, il lisait énormément. Alors, Chilon, Périande, c'est les auteurs grecs avant Jésus-Christ, et Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Alors, Martin Nadeau, Louis Blanc et Audry acceptent de faire partie du comité directeur de la Société fraternelle des démocrates socialistes à Londres en 1853. Alors, cette revue, c'est en 3 langues, français, anglais, allemand. C'est quelque chose qui traite de la fraternité des peuples. Il faut défendre la France et exposer le socialisme français et le socialisme chez les différents peuples, surtout en Angleterre, où c'est quand même beaucoup plus avancé que chez nous, et aider les proscrits à trouver du travail. Alors, il fait un périple à travers l'Écosse et l'Irlande, et sa fille rentre ensuite chez une directrice d'école, l'institutrice, pour essayer d'apprendre le travail. Voilà. En 1855-1857, il débute comme professeur dans un milieu noble. Il était bilingue, hein, déjà, il avait bien travaillé, bien appris, etc. Il avait surtout beaucoup de capacités, beaucoup de mémoire. Alors son travail consiste à faire des versions et des thèmes, bien sûr étant bilingue, pour 100 francs par mois, plus vraisemblablement les cours particuliers. Ça, c'est le vraisemblablement, on pourrait peut-être le retirer même. En décembre 1957, il fait sa première conférence en anglais. C'est formidable quand même, la vitesse à laquelle il a pu posséder cette langue. Et donc cette première conférence en anglais, elle traite des origines de l'histoire de la France et de l'Angleterre. Alors là, il malmène la noblesse et le clergé de France, très sérieusement. En 1858-66, il est toujours en Angleterre, bien sûr. En février 1958, il devient enseignant à l'école militaire de Brackenbury. C'est dans la banlieue de Wimbledon. Voilà. Donc là, par contre, il est payé nettement plus, 2000 francs plus 500 francs pour l'étude du soir.
soit 2500 francs par an. Désiré, sa fille, qui est toujours suivie bien sûr, le rejoint et rentre en pension à Feulam. Alors, en France, l'armistice est signé le 15 août 60. Victor Hulot, Louis Blanc et Martin Nadeau refusent leur retour en France. Et à partir de 61, il prend une place très importante dans l'école militaire où le sport est très prisé. Et c'est quelqu'un qui, ayant une force physique assez impressionnante, il est très, très apprécié bien sûr de ses élèves et qui sont plutôt admiratifs. Alors, en 1800, maintenant la période 1866-1870, son père décède. Alors, son père décède et une petite anecdote, hein, le père, il avait fait un vœu juste avant de fermer les yeux. Placez sur mon cœur le portrait de mon fils et coiffez-moi de mon bonnet rouge. En juin 67, le député de la circulation, Salandrouge, décède. Je parle en Creuse, bien sûr. Là. Bien que poussé de toutes parts, Martin Nadeau ne se présente pas. Il n'est pas question de prêter serment au régime impérial. Alors maintenant, on va rentrer dans son activité en France. Donc en 70, il rentre d'Angleterre en septembre. Il est nommé préfet de la Creuse par Gambetta. La guerre étant déclarée avec la Prusse, il réussit à lever 6500 volontaires. Bon, on sait ce qui est advenu de Gambetta. Quand Paris a capitulé, Gambetta, bien sûr, est parti. Et Martin Nadeau a démissionné de la préfecture de la Creuse. Alors, Sedan capitule, l'empereur est fait prisonnier, etc., pendant ce temps-là, bien sûr. Le 4 septembre 71, la République est proclamée. Un sérieux coup de balai s'ensuit et bon nombre de préfets sont remplacés par des francs-maçons. Et c'est l'année aussi pendant laquelle il est reçu au Grand Orient de France. Il est élu conseiller municipal de Paris, comme c'est curieux, quartier du Père-Lachaise. Cette fonction, quand on est conseiller à Paris, n'était pas rémunérée à l'époque. Hein. Donc, il travaillait pour ses 0 francs, 0 centimes. Alors, de son passage en Angleterre, où il a vu la construction du métro, alors c'est là où on voit maintenant l'importance qu'il a prise et pourquoi, on se pose toujours la question pourquoi il n'a pas été mis quand même plus en avant dans notre histoire française. Et il propose la même chose. L'idée est reprise en 1995 et la première ligne de métro est inaugurée en 1900. Mais la proposition du métro à Paris, c'est Martin Nadeau. Dans sa profession de foi, il défendit 4 points, toujours quand il était pour être élu à Paris. Hein. Alors là encore, vous allez peut-être faire des rapprochements. Séparation complète de l'Église et de l'État. Instruction gratuite, obligatoire, professionnelle et laïque. Service militaire obligatoire pour tous. Et, bon, entre autres, après, l'amnistie pour les condamnés de la Commune. Voilà. Donc, au point de vue politique, vous voyez déjà l'importance de cet homme-là. Il propose aussi pour les grands travaux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même quelqu'un qui maniait la truelle et qui avait aussi fait quelques petites études de géomètre. Il propose la canalisation de la Seine et la construction du port de Gennevilliers. Tout ça, ça a été refait par la suite. Hein. Alors, de 1976 à 1981, il est réélu comme député de la Creuse. Alors, il obtient d'importants crédits. Alors, là, là aussi, il était ministre dans les travaux, etc. Il était bien sûr très interrogé sur ce genre de choses, étant de la partie. Alors, il obtient d'importants crédits pour la rue de Rivoli, c'était pour le perçage de la rue de Rivoli, le boulevard Saint-Germain, l'avenue de l'Opéra, et aménager le boulevard de la Villette et de Ménilmontant. Ça, par contre, c'est
La Villette et Ménilmontant, c'était dans le quartier un petit peu à l'ouest du Père-Lachaise. Voilà. Alors il propose, comme il a été délégué aussi pour les prisons, il propose le travail dans les prisons pour l'octroi aux prisonniers d'une partie du produit de leur travail. C'est-à-dire pour pas qu'un prisonnier sortant de sa captivité se retrouve à la rue sans un sou. Bon. On retrouve certaines propositions maintenant. Hein. Donc, il fait aussi établir des écoles pour les jeunes détenus. Il demande, là, c'est pas la même chose, hélas, la réduction à 10 heures par jour de la durée du travail. Et il propose, alors là c'est énorme par contre, une caisse de retraite avec pension de 400 à 600 francs à 55 ans, avec cotisation obligatoire des salariés, des patrons et la participation de l'État. Autrement dit, c'est presque ce qu'on a en ce moment. Hein. En 80, la loi sur les écoles manuelles d'apprentissage est votée fin novembre. C'est-à-dire que là, Martin Nadeau a précédé Jules Ferry. Je vous rappelle que la loi Jules Ferry, c'était en 82. Donc le 29 mai, projet de loi sur les accidents du travail. Alors, là aussi, c'est quelque chose d'assez énorme que je vais lire. Bon, il y a 5-6 lignes. Je vais vous lire ça, mais tel qu'il l'avait écrite. Lorsqu'un homme, louant son travail à un autre homme, s'est blessé ou tué à son service, l'employeur sera de plein droit responsable, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été le résultat d'une faute commise par la victime. Ça, cette loi, bon, il y tenait, hein, parce que c'est quand même quelqu'un de social, il y tenait énormément, lui-même ayant été blessé, lui-même ayant eu, rappelez-vous, ses 3 amis qui se sont tués sur les chantiers à Paris. Cette loi a été votée en 98. Hein, 98, c'est l'année de sa mort. Elle a été votée 3 mois avant qu'il ferme les yeux. Alors, ensuite, en 81, donc, sa fille Désirée, sa fille Désirée, décède. Elle n'a que 31 ans, sa fille. Elle décède et elle laisse 3 enfants à sa charge. Donc, Martin Nadeau va s'occuper de ses 3 petits-enfants, de ses 3 enfants. Marie, qui a 15 ans, Hélène, 12 ans, et Louis, 10 ans. Alors, je ne sais pas si un rapide calcul a pu se faire, mais sa fille est décédée à 31 ans. Elle a déjà son aîné qui a 15 ans. Alors, de 81 à 89, bon, il est réélu. Hein, il intervient surtout sur des problèmes de l'assistance publique. Alors, il est, comment vous dire, il est nommé questeur à la Chambre, après un vote. Alors, questeur à la Chambre ou questeur, les 2 prononciations sont valables. C'est quelqu'un qui est chargé des services administratifs, personnels et dépenses, passage des marchés, sécurité et salubrité des bâtiments, accès aux séances, c'est-à-dire les séances de l'Assemblée nationale, tout le monde ne peut pas y aller, il faut demander suffisamment à l'avance pour avoir des cartes d'accès, et chargé aussi de la relation avec la presse. Il devait habiter le Palais Bourbon avec un personnel affecté à son service, et il disposait d'une voiture, sacré bond en avant, et son traitement était passé à 33 000 francs par an. 33 000 francs par an quand un député était payé 9 000 francs par an. Alors certains firent entendre que Martin Nadeau était devenu un bourgeois dans la lignée de Gambetta. Bon, effectivement, il gagnait 33 000 francs par an, mais il ne faut pas oublier qu'il s'occupait encore de ses 3 petits-enfants. C'est lui qui s'occupait pleinement de ses 3 petits-enfants. Alors, on a encore une parole que je lis en entier, parce que comme il avait été critiqué qu'il devenait un petit peu bourgeois, « Ah, messieurs, il ne faut pas que vous laissiez croire à nos ouvriers que le Parti républicain n'a pas d'entrailles pour eux. » Alors, bien que poussé à la candidature pour le Sénat,
il refuse, jugeant que seul un suffrage universel est valable, le suffrage restreint ne l'intéresse pas. Donc pour lui, le Sénat n'est pas plus nécessaire aussi en France que ne l'est la Chambre des Lords en Angleterre. Alors vous voyez encore l'utilité du Sénat, c'est encore un débat de maintenant, hein, ça. Alors après sa réélection en 1985, lors d'une prise de parole, il regrettait le temps mis, 6 ou 7 ans, pour ne rien résoudre sur les questions vitales du travail. Il se prononce également contre l'expulsion des ouvriers étrangers. Voilà, donc en gros, vous avez vu que Martin Nadeau, vu ses idées républicaines, a vraiment jeté des jalons quand même, mis des jalons pour faire avancer un petit peu notre vie. En 1989, Martin Nadeau est battu assez nettement par Coutisson. Alors, s'il est battu aux élections, bon, premièrement, déjà, il vieillissait, il y avait aussi l'usure du pouvoir, il y avait aussi la santé qui n'était pas aussi bonne, mais il y a une coalition qui s'était mise en place pour faire battre Martin Nadeau. Alors, les monarchistes, les bonapartistes, le clergé et le boulangisme qui arrivait, bien sûr. Voilà, donc Martin Nadeau est battu par Coutisson. En plus, on peut dire que c'est la date à laquelle étaient organisées ces élections n'a pas favorisé Martin Nadeau parce que tous les maçons étaient encore au travail à Paris. Alors, un petit récapitulatif politique, je pense, serait nécessaire. Je vous rappelle donc qu'il a eu 4 législatures. La première, il y a eu le coup d'État, hein, vous voyez derrière, il y a eu le coup d'État, ensuite l'Angleterre, ensuite 3 élections consécutives, et donc ce qu'il a fait, 49 à 52, donc il a été exilé, et il a proposé la loi sur l'expropriation qui a été repoussée, on l'a dit tout à l'heure, et acceptée ensuite sous l'Empire. La phrase célèbre, bon, que tout le monde connaît, peut-être que vous avez vu le petit dépliant, à Paris, quand le bâtiment va, tout va, effectivement, ce jour-là, il a été applaudi du côté droit comme du côté gauche de la Chambre. Il a été conseiller municipal de Paris, alors là, il a fait beaucoup de travail. La guerre avec la Prusse avait laissé quand même pas mal de choses à refaire, dont la mairie de Paris. Hein, la mairie de Paris donc, a été reconstruite dans l'état où vous la voyez maintenant. C'est Martin Nadeau qui a été désigné expert pour refaire tous ces travaux. La Seine a été canalisée, bien sûr. Le port de Gennevilliers a été créé, bien sûr. La proposition sur la construction du métro a été décidée en 1995. Là aussi, Martin Nadeau avait été battu et n'était plus déjà député. Alors, la législature 2-3-4, c'est-à-dire tout ce qui a suivi, au point de vue le résultat, bon, tous les grands travaux, on vous l'a dit tout à l'heure, Rivoli, etc. Et la proposition, donc, démolition des fortifications de Paris pour avoir des terrains à bâtir, le droit de grève. Bon, là aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. D'ailleurs, il n'y avait pas que le droit de grève. Le droit de grève était considéré comme le droit de... Comment vous dire, le non-droit de grève, plutôt, était comme le non-droit de se réunir. Hein, on n'avait pas le droit de faire des banquets ou des choses comme ça sans avoir l'autorisation du préfet, avant. La réduction du temps de travail des femmes et des enfants, là aussi, c'est quelque chose d'énorme.
Alors, la Caisse nationale de retraite, lors de cette législature, n'a pas été retenue. L'enseignement professionnel, la loi a été adoptée donc en 80, et les lois sur les accidents du travail aboutit donc en 98, comme je vous l'ai dit. Voilà le travail de Martin Nadeau pendant sa vie. C'est quand même quelque chose qui est assez riche. Bon, certains diront effectivement qu'il s'est peut-être embourgeoisé à la fin de sa vie, mais là aussi, je vous dis, il faut regarder également quand même le besoin d'argent qu'il y avait pour, premièrement, éponger les dettes qu'il y avait avant et l'élevage de ces trois petits-enfants. Alors, en petit complément comme ça pour ce touchant Martin Nadeau, bon, c'était un franc-maçon, bien sûr. La franc-maçonnerie, sous Martin Nadeau, c'était un groupement de gens qui s'occupaient bien sûr des maisons, des immeubles, de la construction proprement dite. Et ensuite, ces gens-là avaient recommandé certains ouvriers à d'autres patrons pour leur faire apprendre autre chose. Le compagnonnage, on peut dire qu'il vient de là pratiquement. Alors, il a fait 2 discours sur la franc-maçonnerie. Donc, le discours 1 et le discours 2. Le discours 2 est peut-être le plus dur. Tout à l'heure, on parlait de tolérance, on parlait de laïcité. C'est assez virulent, mais je vais vous le lire quand même. Alors, dans le discours 2, il a commencé relativement gentiment. Alors, y a-t-il une question sociale ou n'y a-t-il que des questions sociales? Bon, ça, c'était une base de réflexion. Et une autre base de réflexion qui est, à mon avis, très intéressante, est-ce la politique qui fait du social ou le social qui doit faire la politique? Et là, la phrase qui est très très dure, République, tu imposeras à la raison et au sentiment des peuples et, triomphante, même à Rome, tu élèveras un jour la statue de Jean Bruno sur les ruines du Vatican. Alors, j'ai essayé de chercher qui était ce brave Jean Bruno. On n'a pas trouvé de trace de Jean Bruno, donc on peut supposer que c'était un ouvrier qui a dû mourir à son travail. Alors, là encore, des petites anecdotes sur Martin Nadeau. C'est assez... Je vous dis, il n'est pas marqué sur le dictionnaire. On ne trouve pas de Martin Nadeau du tout, aucune trace, heureusement qu'il y a Internet maintenant. À Soubrebeau, même dans sa commune, bon, dans les communes avant, il y avait 2 registres. Un registre de naissance qui était fait pour la préfecture et un autre qui restait dans la commune. Le secrétaire de mairie a bien déclaré la naissance de Martin Nadeau pour la préfecture, mais à Soubrebeau, on n'en trouve pas une trace. Il a été oublié. Alors, bon, le dictionnaire, je vous l'ai dit, on n'en trouve pas de trace. Et pour le récompenser, à Bourganeuf, il a une statue en bronze, une grande statue en bronze, qui a été inaugurée d'ailleurs par Gaston Doumergue, futur président et ministre au moment des faits. Bon, cette grande statue, elle a été déboulonnée par le régime de Vichy pour récupérer tout le bronze pour faire des obus. Il était mal aimé, a priori, ce brave homme. La seule, finalement, la ville qui a été très, très reconnaissante pour son passage, c'est Paris. Vous avez encore maintenant une place Martin Nadeau, une rue Martin Nadeau. Bon, bien sûr, ce n'est pas dans les plus grandes avenues. Vous aviez une école, c'était un CET. Bon, les CET n'existent plus, mais vous aviez dans le 20e arrondissement le CET Martin Nadeau. Et vous aviez aussi une station de métro Martin Nadeau. La station de métro Martin Nadeau a été bien sûr supprimée. Et il y a un journaliste qui, on peut dire de notre temps, Levaille, qui s'était mis en colère, qui avait dit
je me demande quel est l'imbécile qui est l'âne qui a osé retirer le nom de Martin Nadeau à cette station de métro. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était pas flatteur pour l'âne. Bon. Martin Nadeau, quand il montait à Paris, des fois s'arrêtait à Nohant, du côté du Berry, justement, pour George Sand. Et je vais laisser peut-être la conclusion. Je vais vous le lire aussi en intégralité, c'est pas bien long. C'est de George Sand. Doux, grave et ferme, exempt de toute mauvaise passion, bon dans toutes les forces du mot, il n'a pas un mot, il n'a pas une pensée qui soit entachée d'orgueil ou de vanité, de haine ou de ressentiment, d'ambition ou de jalousie. C'est un homme, et un homme rare, qu'on peut aborder sans attention, qu'on ne quitte pas sans respect. Sa dignité intérieure rayonne doucement dans ses manières, qui sont celles d'un vrai gentleman. Alors ce terme de gentleman a été, bien sûr, c'est un terme anglais, et quand Martin Nadeau travaillait en Angleterre, il était reconnu il était à sa juste valeur. Dans l'école militaire, on l'appelait Mister Nadeau, et certains même, alors qu'il n'avait pas été anobli, l'appelaient Sir Nadeau. Alors, bon, voilà la vie de Martin Nadeau. Les lectures maintenant de Martin Nadeau, il y en a plusieurs. Il y a les mémoires de Martin Nadeau, bien sûr, et c'est ce qu'il a écrit au début juste après sa dernière législature, au début parce qu'après sa vue diminuait très vite. En 1995, il a écrit les mémoires de Léonard, c'est-à-dire les mémoires de son père, mais à travers ça, on le retrouve lui. Il y a eu aussi Jean Tout Masson-Creusois, mais ça c'est un aimable une aimable réalité qui essaye de retracer le voyage des Masson-Creusois montant sur Paris à pied. Il y en a deux par contre que je retiens particulièrement, qui m'ont beaucoup plu, tout jugement bien sûr et pas toujours parole d'évangile. J'ai beaucoup aimé l'histoire des maçons de la Creuse par Daniel Demachy-Dantin. C'est une dame qui a elle a écrit pas mal de choses sur la Creuse, ne serait-ce que sur la Creuse, voire le Limousin, ne serait-ce que sur le culinaire, les spécialités creusoises. C'est une dame qui fait une peinture style Manet un petit peu, vous voyez. C'est une dame qui a beaucoup de sensibilité. Et alors là, par contre, c'est une Bible. On peut lire 20-25 pages maximum par jour, parce que c'est tellement dense, tellement précis, etc., que, comment vous dire, on se sature très très vite parce qu'il y a trop de choses à retenir. C'est Martin Nadeau, de Daniel Dayen. Alors là, je vous dis, c'est une encyclopédie invraisemblable. Très très bon bouquin. Voilà en ce qui concerne donc Martin Nadeau. On va passer, si vous voulez, maintenant au diapo. Alors voilà, donc là, vous avez devant vous la maison de Martin Nadeau qui a été transformée en musée avec le portrait de Martin Nadeau à son entrée. Ensuite, voilà, là c'est la maison proprement dite où il est. On avait essayé de photographier pour avoir la plaque devant qui est totalement illisible, c'est dommage. Cette maison n'avait pas à l'époque de rambarde devant, hein. Elle était carrément au ras de la route. Ensuite, voilà, alors là ça c'est sur la tombe. Sur la tombe de Martin Nadeau, ce sont les amis de Martin Nadeau ses amis républicains, qui ont fait mettre cette plaque en 1958.
Ensuite, voilà, donc ça c'est la table, la petite plaque sur laquelle est mentionné Martin Lado. Vous voyez que c'est sans prétention, c'est très simple, très délié. Ensuite, voilà, donc ça c'est en plus gros. Voilà à quoi ressemblait Martin Lado. On voyait que c'était un homme décidé, déjà. Ensuite, voilà la tombe proprement dite, la tombe de Martin Lado. Alors, cette Martin Lado, donc, c'est sous à une association, hein, les Amis de Martin Lado, et sous la présidence Hollande, il y a eu une demande de fait pour que Martin Lado rentre au Panthéon. Ça n'a pas été retenu, ça aurait été le premier ouvrier à rentrer au Panthéon.